Bonjour tout le monde. Merci de participer à cette première table ronde qu'on organise avec Amandine et Kathleen sur le sujet accompagner les patients sans s'oublier soi-même, la réalité du libéral aujourd'hui. On est voilà, parti pour environ 40-45 minutes ensemble sur ce sujet qui est assez vaste, mais sur lequel on va être justement assez concret et je compte bien sur toutes les deux du coup pour m'accompagner, tout autant que je vais vous accompagner en vous donnant, posant des petites questions et vous pouvez bien sûr participer aussi sur le chat en posant des questions. Il y a Roman qui m'accompagne de l'équipe de Coria et qui pourra me relayer les questions ou nous les représenter si jamais il y a un flux trop important de questions. Et ensuite, il y aura un temps d'échange à la fin sur des questions-réponses. Donc, vous pourrez nous poser des questions ou préciser des points qu'on aurait peut-être vus un peu trop rapidement. On va faire un temps d'échange de 30 minutes, questions-réponses de 8-10 minutes, et puis un petit temps de conclusion à la fin. Je commence du coup Docoria, donc je suis le fondateur de Docoria, qui est un logiciel de gestion de patientèle. On équipe aujourd'hui environ 10 000 psychomotes, ergo, orthophonistes, psy. Et principalement, donc du coup, on vous donne tout un tas d'outils pour faciliter la gestion de votre cabinet au quotidien. Et dans la même veine de ce que on va aborder aujourd'hui, essayer de diminuer les tâches administratives, tout le rôle un peu ennuyeux, puisque la plupart d'entre vous faites ce métier pour le soin et non tant pour l'administratif. Et je pense que parmi tant d'autres, c'est des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Comment améliorer cet équilibre, comment mieux assumer les responsabilités que vous pouvez avoir en tant que gestion d'activité, chef d'entreprise, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de professionnels de santé, mais disons les mots, vous êtes chef d'entreprise quand vous êtes en libéral et quelle part donner à tout ça, quelle part donner du coup au tracas du quotidien pour penser à vous, puisque le soin, euh, c'est beaucoup de données en fait aux autres et généralement c'est l'image qu'on en a du professionnel de santé. Vous êtes là pour les autres, mais il faut aussi que vous ayez du temps et que vous pensiez à vous. Donc ça va être le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Kathleen, Amandine, allez, j'en choisis une comme ça. Kathleen, allez, vas-y, présente-toi et ensuite on donnera la parole à Amandine. Eh bien, bonjour tout le monde, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc moi, je suis Kathleen Leparc, orthophoniste en libéral depuis environ une dizaine d'années, donc logopède à la base, puisque je suis allée faire mes études en Belgique, mais orthophoniste en libéral depuis une dizaine d'années. Depuis un an et demi environ, j'ai une activité annexe du coup à l'orthophonie, où j'accompagne les soignants à mettre en place justement ce qu'il faut pour avoir un quotidien professionnel au service de notre vie personnelle et non l'inverse. Apprendre à structurer vraiment son cabinet comme justement une entreprise. À côté de ça, pour situer un petit peu tout ce qui m'anime dans mon quotidien, je suis maman d'une fille de 5 ans et voilà, je suis noyée dans beaucoup de projets liés soit au professionnel ou sur le côté personnel. J'aime beaucoup faire du sport, j'aime beaucoup avoir du temps pour moi, pour mes activités personnelles, pour passer du temps en famille. Et c'est ce qui m'a amené justement à réfléchir à cet équilibre dont on parle beaucoup, professionnel-personnel, mais surtout à mettre en place les actions pour me permettre d'avoir mon quotidien idéal qui fluctue au fil des années. Merci Kathleen. Amandine, à toi. Bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Amandine Verne, je suis ergothérapeute en libéral sur Aix-en-Provence. Je suis spécialisée dans l'intervention précoce auprès des enfants porteurs de handicap moteur de 0 à 4 ans. Donc, pour le coup, je suis un peu l'exemple de travailler dans une niche, pour le coup. Donc, j'ai travaillé au départ, il y a 10 ans, mon début de libéral comme n'importe quel libéral en prenant un peu tout type de patients. Et puis, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de me spécialiser. Donc, j'ai eu l'idée au travers de mes rencontres et de mes échanges avec les ergothérapeutes en libéral de créer Estia Formation il y a 6 ans, du coup, au moment du confinement, parce que je m'étais dit que c'était quand même un bon timing pour lancer un organisme de formation. Et comme
j'avais cette tendance à vouloir faire bouger les choses. Je savais pas trop bien comment faire avec ma petite patte à moi, parce que je pense que chacun, au travers de son quotidien, c'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Et que je pense que si on veut les faire bouger à grande échelle, il faut déjà commencer à petite échelle. Et moi, c'est vrai que au travers de mon libéral, ça m'épanouissait énormément, mais j'avais besoin aussi, je crois, d'aller encore plus loin. Et du coup, j'avais créé Estia dans l'objectif de proposer des formations innovantes et d'aider les ergothérapeutes à se lancer déjà en libéral, parce que c'était un petit peu le départ de Estia. Et puis maintenant, de se spécialiser dans des spécialités où on est moins reconnu en France et au fur et à mesure des rencontres, bon, bah, l'ergothérapie change aussi, mes envies changent et effectivement, Estia, qui était censé être un petit organisme de formation il y a 6 ans, avec 2 formations à la rigueur, 2, 3 formateurs et maintenant un organisme avec une vingtaine de formations, une vingtaine de formateurs et j'ai toujours cette double casquette au jour d'aujourd'hui que je trouve Hmm. très intéressante. Merci pour votre présentation. Vous avez, et je le précise maintenant, on a sorti il y a en début d'année un e-book sur le libéral et vous êtes intervenus toutes les deux sur différentes thématiques. Kathleen, toi sur la gestion justement pro perso et puis Amandine sur d'autres thématiques puisqu'on en couvre un certain nombre. Merci en tout cas pour l'expertise que vous apportez aujourd'hui. S'il y a des sujets qu'on couvre pas aujourd'hui, vous pourrez les retrouver dans l'ebook qu'on propose et qui est gratuit. J'ai un petit retour de son. Désolé pour ceux à qui ça a fait mal aux oreilles. Euh, ok. Il y a un micro d'allumé? Ouais, c'est bon. Ok. Euh, Très bien. Donc, pour ceux qui nous ont rejoints récemment, je le disais, on a un temps d'échange de questions-réponses à la fin cette table ronde et vous pouvez aussi poser vos questions au fil de l'eau sur le chat. Donc, je disais que vous avez pas mal d'expertise dans beaucoup de sujets. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne sur votre parcours. Pourquoi, en fait, vous, à titre personnel, vous êtes sorti de l'activité libérale quotidienne, donc de façon un peu différente, même si vous faites de la formation toutes les deux. Et vous avez la chance de rencontrer aussi beaucoup de professionnels de santé par votre activité euh, parallèle. J'aimerais aussi qu'on revienne là-dessus et que vous puissiez être un peu les porte-parole des problématiques que vous entendez, justement sur l'équilibre pro-perso. Qui veut commencer? Oui, bon, avec plaisir. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire autre chose que d'être professionnelle dans un cabinet, déjà en tant que tel, sortir de ce côté-là un petit peu sédentaire de l'activité. Moi, j'aime beaucoup voilà, bouger au quotidien. Donc, j'ai été formatrice auprès d'assistantes maternelles, j'ai fait beaucoup d'actions de prévention. J'avais déjà fait beaucoup de choses, mais avec ma casquette d'orthophoniste. Et puis, le fameux Covid est passé par là. Et c'était l'année où bah, j'étais enceinte. Donc en fait, la même année, le cabinet a été fermé quelques mois avant mon congé maternité et où j'achetais en même temps mon cabinet. Tant qu'à faire, autant tout faire d'un coup. Donc d'un point de vue financier, ça a eu un impact comme toutes ces choses-là et où je me suis dit, OK, du jour au lendemain, je peux me retrouver bah, finalement privé d'exercer mon activité, bon, sur un délai qui a été assez court parce qu'après on a pu mettre en place la visio et finalement j'ai eu 3 semaines, un mois sans pouvoir travailler, mais cette pause-là forcée, parce que moi je ne me pose pas très souvent dans mon quotidien, cette pause-là forcée m'a fait réfléchir finalement à comment j'exerçais, à ce que je voulais moi pour mon quotidien. Le fait de devenir maman me faisait aussi forcément réfléchir Hmm. de, ben voilà, va falloir que je retravaille mes amplitudes horaires parce que, ben voilà, le fait d'être maman, je voulais pouvoir profiter de passer du temps avec ma fille, chose que je peux faire maintenant. Le mercredi, je suis avec elle à la maison parce qu'on nous dit que les années passent vite, mais je me rends compte que oui, les années passent très vite. Et donc, quand j'ai repris le travail après mon congé maternité, c'était la pleine période des cas contacts. Donc, en fait, j'arrivais le matin au cabinet après avoir déposé ma fille quelques mois chez la nourrice et je me retrouvais avec 5 patients sur les 15 prévus de la journée et je me suis dit, OK, le Covid a un impact sur le long terme, comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Parce que, à savoir que moi, j'avais déjà mis en place plein de choses au quotidien, j'étais à jour dans mes tâches administratives, vraiment, j'étais au cabinet, mais je m'ennuyais. Donc, j'ai créé un compte Instagram qui, à l'époque, s'appelait Kathleen Ortho pour faire de la prévention. Moi, j'étais toujours dans ce truc-là de prévention, sur le côté langagier, auprès des patients et tout ça. Ça n'a pas très bien fonctionné, clairement. Je n'arrivais pas à toucher des parents en recherche de prévention. Par contre, ce qui a bien fonctionné, c'est que j'avais beaucoup de collègues qui venaient vers moi et qui me disaient, mais Kathleen,
qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu fais pour finalement t'ennuyer? Comment on peut s'ennuyer dans un cabinet en libéral? Parce que normalement, tu as toujours un truc à faire, un compte rendu, une comptabilité, enfin, il y a toujours un truc. Et donc, je me suis mise à partager des conseils comme ça, sur une gestion, en fait, une gestion de cabinet sereine, avec des choses à mettre en place. Sauf qu'à un moment donné, ça a pris tellement de place dans mon quotidien, ça me prenait tellement de temps dans mes semaines que je me suis dit, bon, alors là, il y a deux chemins. Soit je réfléchis à ce que ça fasse une partie de mon activité professionnelle, soit il va vraiment falloir que je diminue et ça restera juste un hobby, un loisir comme ça de temps en temps. Mais j'avais mis tellement le doigt dans un engrenage où je me suis rendu compte que tellement de soignants étaient impactés par ce côté-là d'être engloutis finalement dans ce côté de casquette de chef d'entreprise que moi je me suis formée du coup pour amener ce côté-là d'avoir ma casquette de soignante libérale mais ma casquette de chef d'entreprise et où j'ai créé du coup mon activité d'accompagnement donc Équilibre c'est son petit nom, pour aider les soignants à structurer tout ça. Mais c'est avec ce cheminement-là que moi j'ai évolué du coup sur mon activité et que j'ai maintenant le côté de l'orthophonie en tant que tel, mais le côté du coup d'accompagnement. Ça m'a fait Amandine? sourire, Kathleen, que tu sois sur l'ennui, parce que alors pour le coup, donc l'ennui n'existe pas dans mon quotidien. Mais plus ça va, plus je suis réaliste sur le fait qu'en fait, je n'aime juste pas l'ennui et qu'en fait, s'il y a une toute petite ouverture, je me dis que c'est Ouais, l'occasion de pouvoir mettre autre chose dedans. Donc, du coup, maintenant, j'assume complètement le fait que je déteste l'ennui de manière voilà. très générale dans ma vie. Ça m'a fait beaucoup sourire. Du coup, j'étais là, oh, l'ennui, non, 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 ça n'existe pas chez moi. Mais en fait, non, j'aimerais pas que ça Non. existe de toute façon, donc je trouve toujours le moyen de le combler. Donc, moi, Oui, moi aussi. j'ai un parcours un peu différent de celui de Kathleen. Pour le coup, déjà, dans mon passif d'ergothérapeute, quand j'étais étudiante et j'ai été diplômée en 2014, moi, ma vocation, c'était de travailler en salariat et avec des patients adultes. Donc absolument tout le contraire de ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Donc c'est à chaque fois j'aime bien raconter mon expérience parce que je veux montrer que pourtant j'étais vraiment sûre de ma décision, c'était ma vocation, etc. Enfin, c'était vraiment mon dada. Bon, finalement, je me suis trompée de voie, ou en tout cas, ça m'a orienté, mes choix et mes expériences m'ont orienté vers un virage complètement radical. Et je trouve que c'est chouette aussi de pouvoir se dire que ce que je dis souvent en formation, c'est que le libéral, on peut arrêter à tout moment aussi, c'est-à-dire que c'est pas le choix d'une vie. Bien sûr que ça demande du temps, de l'investissement, de l'énergie, bien sûr. Mais on a le droit de se tromper aussi, et je pense que ça fait partie du jeu aussi. Et quand j'ai des gens qui viennent en formation sur le comprendre l'exercice libéral de l'ergo, bah, j'en ai certains, en fait, ils se demandent si ça serait fait pour eux ou pas. En fait, ils viennent en formation, mais ils savent pas trop. Ils se disent, bah, peut-être ça serait fait pour moi, mais je suis pas très sûre. Et puis j'en ai certains qui finalement, à la fin de la formation, me disent, bah écoute, non, en fait, effectivement, tu m'as fait comprendre que c'était peut-être pas le bon timing pour ça, que peut-être ce qui est fou quand même, parce que c'est une formation qui est quand même bien sûr à vocation de développer le libéral. Bien sûr que mon idée à moi, c'est que dans le futur, il y ait suffisamment d'ergothérapeutes libérales pour tous les besoins qu'on a en France. Mais en fait, cette formation existe aussi pour faire le point, parce que, comme tu disais très justement, Kathleen, on est soignant, on est des paramètres, mais par contre, on est aussi des chefs d'entreprise. Et ça, je pense qu'il y a certaines personnes qui s'en rendent compte en cours de route et que ça peut être quelque chose d'assez violent parce qu'en plus, on est en France avec une notion financière très complexe dans la santé où, mon Dieu, je dois faire payer ce que mes séances, etc. Est-ce que là, cette séance-là, j'étais suffisamment performante parce que quand même, on me paye derrière et encore, nous les ergots, du coup, on n'est pas conventionné avec la Sécu, donc c'est encore un autre type de problématique. Mais en tout cas, bon, bref, je reviens sur le début de cette histoire de pourquoi je me suis lancée dans cette double casquette. Donc moi au départ, c'était pas de ma vocation d'être en libéral. Bon, j'ai connu le monde du salariat, j'en suis revenue. J'ai connu le monde du libéral à l'époque, donc c'était en 2016 concrètement. Le libéral en ergothérapie, c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 10 ans. Mais j'ai un peu l'impression que c'était la préhistoire du libéral. Donc clairement, il y avait deux, trois ergos dans mon département avec quelques visites à domicile, etc. Mais en tout cas, pas du tout le monde d'aujourd'hui. Et en fait, à l'époque, il s'est passé un truc, c'est que une des plus grandes craintes du libéral, c'est d'être seul. Et à ce moment-là, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, je suis en libéral, je fais à peu près n'importe quoi, parce que de toute façon, à l'époque, on n'y avait tellement pas de cadre, pas de formation, etc. On était un peu livrés à nous-mêmes. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un groupe Facebook. Et du coup, j'ai créé le groupe des ergothérapeutes libéraux sur Facebook. Et c'est ça qui m'a entraînée, en fait, vers Estia, parce qu'au départ, ce n'était pas du tout ma vocation de me dire, tiens, mon libéral, je m'occupe déjà pas assez, je vais me rajouter une contrainte de plus, rajouter une organisme de formation. Non, ce n'était pas prévu. Moi, je pense que je dis avec Estia, c'est que c'était mon bébé surprise. Il n'était pas prévu. Et là, je suis très heureuse, mais il n'était pas prévu quand même. Donc, en fait, au détour de ce groupe des ergots libéraux, donc où je suis administratrice toujours au jour d'aujourd'hui, même si je suis moins dynamique que dans le passé, il faut être réaliste. Je passais 10 à 15 heures par semaine à répondre aux gens. Et en fait, je répétais toujours la même chose. Et en fait, au bout de 4 ans, je me suis
peut-être qu'on va peut-être partir sur le même pied d'égalité. Et puis en plus, ça serait intéressant d'avoir un moment dédié à nous parce que je pense qu'un des gros problèmes actuellement, c'est les troubles attentionnels. Et que je me suis dit, effectivement, c'est bien les réseaux, c'est bien plein d'informations, etc. Mais parfois, cette formation, je souhaite qu'elle reste en présentiel. Je sais qu'il y a plein de monde qui font en distanciel, etc. Moi, c'est pas là où je suis plus à l'aise. Et c'est surtout que je trouve que s'installer en libéral, c'est quand même pas évident. Et que quand on est chez soi, derrière un écran, il y a le chat qui passe, l'enfant, etc., le mari, etc., je pense que c'est compliqué de se dire que BNC ou micro-BNC, c'est intéressant ou pas. Donc, c'est vrai que j'ai toujours Hmm. à cœur que cette formation soit en présentiel pour vraiment pouvoir se concentrer là-dessus. Et c'est pas simple de devenir chef d'entreprise, mais maintenant que je connais la casquette aussi d'avoir créé une société au travers de mon organisme de formation, je me dis que finalement, le libéral et l'entreprise individuelle ne sont pas si compliqués que ça. Je vois que tu rigoles, Catherine, Hmm. je vois que c'est aussi dans ta vie aussi, mais en Oui. fait, je connais les règles du jeu. En fait, c'est un peu ce que je dis en formation, c'est que sur le libéral, chef d'entreprise en France, oui, c'est complexe, oui, c'est connu dans le monde qu'on est un des systèmes les plus complexes pour les entreprises. Mais quand on connaît les règles du jeu, c'est comme ça aussi qu'on réussit à trouver son équilibre parce que c'est hyper intéressant ce que tu dis, Catherine, sur l'équilibre vie perso, vie pro. Mais il y a aussi une grosse composante là-dedans, c'est le côté financier. Et c'est terrible. Mais obligatoirement, quand on court après l'argent, on ne peut pas laisser la place à effectivement un certain équilibre. Et en fait, le libéral, je pense que c'est terrible, mais si on ne connaît pas bien les règles du jeu, on peut vite se retrouver coincé au niveau financier. Et c'est une des problématiques que je vois souvent sur le groupe des ergots libéraux. Et c'est compliqué parce que je ne peux pas faire un coaching perso de chaque poste qu'il y a sur le groupe des ergots libéraux, mais où je vois mais j'arrive toujours pas à me payer, j'arrive toujours pas à payer formation, etc. Et je pense que c'est des questionnements qui sont hyper importants parce que c'est pas normal en fait qu'au bout de 2, 3 ans, etc., on puisse pas se payer une formation, qu'on puisse pas se payer tout court, etc. Hmm. Et c'est pour ça que parfois j'ai tendance en formation à dire, bah, c'est bien de plutôt se former avant d'avoir lancé tout le projet, etc. Parce que ça va demander de l'argent, ça va demander un coût intellectuel, financier, etc. Et je pense qu'il y a des moments qui sont plus propices que d'autres et que comme parfois j'ai des ergots qui arrivent, qui me disent, ah bah là j'ai un projet bébé en même temps que le libéral. Est-ce que c'est vraiment le bon moment? Bah peut-être pas, peut-être que mûrir ça et de se dire bah peut-être que dans 3, 4 ans on se lancera vraiment, mais mûrir vraiment ce projet pour que ça aboutisse. Parce que comme je disais, c'est juste démarrer et que ça décolle, bon, finalement, on prend une collaboration, ça pourrait le faire, etc. Mais l'idée, c'est que ça soit une activité qui monte, mais surtout qui reste dans le temps et qui soit vraiment viable dans le futur. Et ça, c'est ça qui est le Hmm. plus complexe. Et je pense que parfois, moi, j'ai commencé en étant toute seule, j'avais pas de collaborateurs, etc. Je dis pas que c'est la meilleure des stratégies, hein. Je trouve qu'actuellement, il y a plein d'offres de collaboration qui sont très, très chouettes si les règles sont bien établies dès le départ. Mais je pense que par contre, vaut mieux prendre le temps de faire les choses bien pour que les choses soient vraiment pérennes dans le temps que de se Hmm. retrouver effectivement complètement tiré de tous les côtés. Après, parce que parfois, c'est un peu la crainte justement de est-ce que je vais avoir suffisamment de patients au départ, etc. Et en se posant la question de est-ce que je peux avoir des aides de France Travail? Est-ce que je peux peut-être faire un crédit bancaire? Est-ce que je vais peut-être attendre quelques mois pour avoir les fonds de côté, etc. Pour commencer vraiment en étant zen. Parce que pour moi, il n'y a rien de pire que de commencer un libéral en étant déjà complètement à bout de nerfs. Il y aura, de toute façon, des moments, même Hmm. en mettant toutes les règles du monde, il y aura des moments où on sera à bout de nerfs, etc. Mais autant dès le départ cadrer les choses, et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner parce que j'ai fait à peu près Hmm. toutes les erreurs qu'il fallait pas faire. Et je pense que cadrer les choses, c'est la base pour moi au départ du libéral. Mais je referme la boucle parce que du coup, je suis partie et je vais prendre 45 minutes. Hmm. Bah, de toute façon, t'étais déjà parti au-delà de ta présentation et tu as évoqué pas mal de sujets qui sont très intéressants. Euh, Quels sont Alors, on a parlé de finances, on a parlé de pas mal de choses, de prendre un temps de réflexion, d'introspection presque. Kathleen, toi, tu nous parles de ce moment Covid qui a été un temps voilà, de te poser, de réfléchir à ce que tu voulais faire. Finalement, ce que tu conseilles aussi, toi, Amandine, de prendre du temps. Alors, peut-être parfois être déjà lancé et faire cette formation ou bien même en amont. C'est vrai que moi aussi, j'interviens pas mal dans les universités pour parler de numérique en santé, mais aussi pas mal de comptabilité, facturation. Et souvent, le temps que je dédie à cette formation est le seul temps que ces personnes ont dans tout leur cursus sur la comptabilité, la facturation, la gestion d'entreprise. Et je n'hésite pas à utiliser le mot de chef d'entreprise que toi, Kathleen, tu as utilisé dans le cadre de tes formations, mais tu étais déjà chef d'entreprise auparavant en étant déjà dans ton activité en libéral, mais tu as utilisé le mot de chef d'entreprise après, alors qu'effectivement, vous l'êtes déjà, d'ores et déjà, en fait, à partir du libéral. Euh, Quelles sont puisque vous nourrissez des questions qu'on vous posait de vos différentes expériences et que vous aviez l'impression de vous répéter, vous souhaitez centraliser ces informations afin de les diffuser au plus grand nombre, quelles sont ces questions ou ces problématiques
qui reviennent le plus fréquemment et qui, allez, s'il y avait un top 3 euh, qui pourraient, du coup, qui sont certainement, en fait, celles que se posent ceux qui vont nous écouter, ou qui nous écoutent déjà. Kathleen. Ah, moi, justement, c'est sur trois pôles comme ça que je les ai repérés. Il y a tout ce côté-là de toutes les pensées qu'on a nourries ou qu'on nous a nourries comme on est soignant. Souvent, j'entends, bah ouais, mais comme je suis soignant, bah, j'ose pas dire que j'ai des ambitions financières, par exemple. J'ose pas dire que moi, c'est pas une passion. Ça, j'entends beaucoup aussi. J'ai de plus en plus de soignants qui me disent, bah, moi, en fait, mon métier, c'est Hmm. ce qui me permet de vivre mon quotidien, de répondre à mes besoins. Et je suis pas comme les collègues. Il y a beaucoup cette comparaison avec les réseaux sociaux. Je suis pas comme les collègues. Je passe pas X de temps sur des formations. Je passe pas X de temps sur de la création de matériel. J'ai l'impression d'être une moins bonne soignante parce que je suis pas investie et qu'en gros, je fais juste mon travail. Ce qui est déjà énorme Ouais. de faire juste son travail. Donc je dirais c'est ce côté-là de savoir ce qui est bon pour soi et on s'extrait de ce qu'un soignant devrait être ou de ce que la collègue dit qu'il faudrait être et tout ça. Donc ce côté au niveau état d'esprit finalement. Moi je suis soignant mais comment je définis mon travail et à quelle place a le travail dans mon quotidien aussi. Hmm. Le côté gestion du temps. Le côté, c'est pas mal d'être soignant et de vouloir optimiser. C'est un mot qui est souvent mal vu de parler d'optimisation, mais on n'est pas là pour abaisser la qualité de soins. On est justement là pour optimiser tout ce qui prend comme temps à côté pour que la qualité de soins soit, en tout cas, optimale. Parce que moi, ce que je vois beaucoup avec les soignantes, c'est que pendant le temps de séance, elles sont à penser à l'URSSAF qu'elles n'ont pas payé, elles sont à penser à ce patient-là, il me doit de l'argent. Et au final, elles sont dans tellement de pensées que bah, elles sont pas là à 100% sur le temps de séance. Et c'est quelque chose qu'elles n'aiment pas. Et bon, la première. Et le côté financier, le côté gestion financière, tu disais, Amandine, bah, ne pas savoir combien de séances il faut faire par semaine. Moi, je vois beaucoup de collègues qui sont en difficulté financière, beaucoup plus qu'on ne le croit, hein. J'ai des collègues qui sont à découvert, qui ont des créances et tout ça, parce qu'elles ont toujours vu des maîtres de stage ou leurs collègues d'à côté qui, avec 40 rendez-vous par semaine, ont l'air d'avoir un train de vie génial. Ok, mais on n'a pas tous les mêmes besoins financiers, on n'a pas tous la même situation personnelle financière. Et oui, enfin, par exemple, même je prends juste l'écart de loyer. Quand on a un loyer de 300 euros versus on a un loyer de 1200 euros, au même nombre de rendez-vous qui est fait, ce qui reste pour nous à la fin du mois n'est pas du tout le même montant. Donc, pour moi, c'est ces trois choses-là. C'est des soignants qui sont perdus sur qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi parce que, comme tu disais, Amandine, moi, ça fait aussi 10 ans que j'exerce et je trouve que la façon d'exercer, le rapport à l'argent et tout ça, enfin, tout a évolué en 10 ans. On a beaucoup plus de moyens d'avoir accès à des outils numériques et tout ça pour nous faire gagner du temps. Mais le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui reste très compliqué. Et on a beau orthophoniste être conventionné, donc les patients sont remboursés. Je vois quand même beaucoup de collègues qui ont du mal à avancer, enfin à faire avancer l'argent ou à demander la carte vitale et d'avoir des centaines, voire des milliers d'euros d'impayés avec des patients pour un travail Hmm. qu'elles ont fait en plus. Donc pour moi, ouais, c'est ce truc-là de prendre le temps de qu'est-ce que je veux pour mon quotidien actuel. Parce que ça, c'est un questionnement qui est à refaire souvent, moi, je trouve, hein. Parce que Hmm. nos besoins et nos envies, elles évoluent au fil des années. Et de faire des actions qui sont OK pour nous. Même si la collègue d'à côté nous dit que, par exemple, moi je prends la question, tu parlais de la solitude, moi ça me va bien parce que je suis en surcharge de simulation voilà, je suis tout le temps en contact avec tout le monde, hein, que ce soit sur Instagram avec les patients et tout ça. Donc moi, le midi, j'adore manger toute seule. Bah dans la maison de santé, les gens ils comprenaient pas. Bah pourquoi tu restes pas manger avec nous? Bah quand même, ça va être sympa. Tu vas être toute seule dans ton cabinet. Non, mais moi ça me va très très bien d'être toute seule, d'être dans un temps de déconnexion quand il y a du soleil, d'aller marcher dehors. Et ça, je sais que c'est compliqué. Certains ont conscience de ce qu'ils aimeraient bien avoir pour eux, mais de là à mettre en action les choses, à oser penser et dire qu'on pense différemment que les autres, ben c'est pas toujours facile. Hmm. Et surtout en orthophonie, vu que la majeure partie des personnes ou des professionnels sont libérales, est-ce qu'il n'y a pas justement, je fais du libéral parce que les autres font du libéral et parce que le libéral est mieux que le salarié d'un point de vue d'ailleurs Oui, financier, c'est pour ça que beaucoup d'orthophonistes le font. Là où toi, Amandine, tu disais par exemple en ergothérapie, mais je pense qu'en psychomote ou en psy, c'est peut-être la même chose. Il y a du salariat, il y a des gens qui passent en libéral, ça savent pas que c'est vraiment pour eux, alors que peut-être que ce temps d'introspection en fait en orthophonie, bon, c'est peut-être ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vais faire du libéral comme mes collègues, donc je vais pas forcément passer par un temps de réflexion. Tu le vois ça ou
ou pas en fait? Il y a les gens font en libéral parce que c'est comme les autres ou en fait Oui, parce que oui, ils moi veulent faire ça? clairement, ouais, je le vois, c'est qu'il manque ce temps-là à la fin d'études. Déjà, ce que je vois, c'est que la plupart des étudiants, ils sont quand même épuisés à la fin de leurs études. C'est des études qui ont Ouais. été très fatigantes. Des besoins financiers sont là, parce que bah, certains ont eu la chance d'avoir des parents qui subviennent aux besoins, d'autres non, ont dû travailler en plus à côté. Et du coup, il y a ce truc de bah, fin juin, je suis diplômée, dès début juillet, j'y vais, parce que de toute façon, il me faut de l'argent. J'ai un crédit, Mm. il me faut de l'argent. Ok, est-ce que je comprends que j'ai été dans cette situation-là aussi? Sauf que on se lance. Alors, soit dans des remplacements, des collabs qui pour moi sont des bons moyens de se lancer sans avoir des gros investissements à faire au début et tout ça. Mais certains se lancent directement dans une installation mais sans avoir pu avoir l'espace mental de réfléchir à est-ce que je vais m'installer dans une bonne commune? Parce qu'on a beau dire, moi chez les orthos, ce que je vois beaucoup, c'est que il y a cet attrait dans les centres-villes proches, notamment des écoles, et au final, où on se retrouve avec des villes qui sont saturées et des collègues qui ont du mal à remplir leur planning. Ça, c'est un truc, moi, que je vois de quand même de plus en plus chez les collègues, Mm. et où, bah, quand on a un stress de remplir son planning, c'est quand même un quotidien libéral qui est bien différent de se poser la question de est-ce que je vais pouvoir payer mes factures et me rémunérer à la fin du mois. Et du coup, pour moi, il y a vraiment cet engouement de j'ai fini, je vais avoir une liberté financière que j'ai pas eue pendant 5, 6, 7 ans des fois avant. Mais en fait, cette liberté financière, elle est, elle est un peu factice parce qu'au début, on n'a pas nos charges. On sait pas d'ailleurs toujours que des charges vont vous tomber dessus. Et on a l'impression quand on facture, parce que on peut facturer un 6, 7, 8 000 euros de chiffre d'affaires sur un mois. Factuellement, il est sur notre compte bancaire. Mais en fait, il va y être pendant 6, 8 mois. Et puis à un moment donné, on va taper à notre porte et on va dire, alors ça, c'est pour nous, ça aussi, ça aussi. Et quand on n'est pas formé à tout ça, et moi je le vois, hein, j'en avais des copines de promo, ah bah une nouvelle voiture, des voyages, ah bah elles ont kiffé Mm. hein, leur première année d'activité. Et malheureusement, par contre, bah après ça a déchanté. Alors que, comme tu disais, c'est des codes en fait, c'est des clés. Quand on sait en début d'activité que telle partie va partir pour les charges sociales, pour les charges fiscales, pour le loyer, tout ça, on est au clair de est-ce que j'assume aussi, est-ce que je veux ce quotidien-là? Est-ce qu'au ratio du temps que je vais exercer, je vais vouloir la rémunération qui va en face? Mm. Parce qu'il y a moyen de très bien gagner sa vie, à mon sens, en libéral. Ça dépend de la situation personnelle de chacun, de son lieu d'exercice, bien évidemment, et tout ça. Mais justement, selon les situations de vie, quand on sait qu'on est cadré en termes d'horaire, que je peux travailler que 3 jours par semaine et tout ça, c'est de bien réfléchir à est-ce que le libéral est aussi la bonne Mm. solution pour moi à cet instant-là de ma vie. Et on reviendra sur les autres professions, mais vu que effectivement l'orthophonie est conventionnée et que les prix des séances sont fixés, quelles sont les marges de manœuvre? Parce que tu parles de projet, tu parles de contraintes, donc il y a ce que tu gères parce que tu connais ta situation, il y a ce sur quoi tu as la maîtrise, tu parles effectivement de la situation, du prix du loyer. Mm. Sur une profession conventionnée, quelles sont les marges de manœuvre que tu peux avoir pour justement, tu parlais d'ambition et de finance tout à l'heure, Ouais. pour que ça se rencontre, qu'est-ce que tu Eh ben, conseilles? pour moi, c'est justement, il faut que dans sa semaine, le temps, c'est pas du temps bénévole, parce que pour moi, le temps administratif, il fait pleinement partie du libéral et on est payé sur nos séances pour aussi gérer les choses qui sont à côté. Moi, j'ai toujours vu comme ça. Bah, faut que ce temps-là, il prenne le moins de temps possible. Parce que si chaque semaine, on passe 15 heures sur ses comptes rendus, sur gérer les mails, sur gérer sa comptabilité, ben forcément, au ratio, dans sa semaine, il y a beaucoup moins d'heures où on peut être face à des patients qui sont du coup rémunératrices. Donc pour moi, ça, c'est vraiment le gros levier de prendre le temps de se former. En fait, beaucoup de soignants ne réalisent pas la perte financière qu'ils ont chaque semaine, chaque mois, de garder un fonctionnement qui, ils ont l'impression de ne pas dépenser. Ils vont pas payer une formation pour apprendre ça. Ils vont pas prendre l'outil qui va leur permettre, bah voilà, d'avoir les rappels de rendez-vous et tout ça, parce que c'est pas de l'argent qui sort physiquement de leur compte bancaire. Mais en fait, l'argent qui est perdu chaque semaine et chaque mois avec ces Hmm. mécanismes-là, ça se monte à des centaines, mais à des milliers d'euros en fait de chiffre d'affaires qui n'est pas engrangé. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros delta. C'est de se dire sur ma semaine, j'ai combien d'heures face aux patients que je facture, mais j'ai combien d'heures, mais même des heures de réflexion, hein, parce que les collègues qui passent tout leur samedi soir ou leur dimanche soir à cogiter sur tout ce qui leur attend, pour moi, ça, c'est du temps de qualité personnelle qui est pas, qui est pas optimal, hein, où le cabinet, il vient vraiment impacter la, la, la condition de vie, on va dire, enfin oui, condition de vie personnelle. Donc il y a ça. Et après, ce que je vois beaucoup, c'est beaucoup de collègues qui ne prennent pas le temps de faire des devis, des comparatifs sur les mutuelles, sur la prévoyance, sur Hmm. tout en fait. Et je vois des collègues qui payent des fois même 2 fois le même contrat.
Parce qu'il y a tellement cette phobie administrative que ça, c'est pas pour moi, je délègue ça. Et puis surtout en sortie d'école, je vois, tu parlais de création d'entreprise, Amandine, j'ai créé ma société du coup en janvier pour le côté d'accompagnement. Ah bah j'ai reçu plein de documents dans ma boîte aux lettres pour Mm. aller à tel contrat, pour prendre tel contrat. Et souvent, au début d'activité, ben, les soignants savent qu'il faudrait, et apparemment, il faudrait investir dans un PER pour la retraite, où j'entends ça un peu partout, il faudrait avoir une mutuelle, il faudrait une prévoyance. J'ai pas envie de prendre du temps sur ça, donc je signe, je verrai ça plus tard. Sauf qu'en général, ben, il Mm. s'est passé 5, 6, voire 10 ans. Et puis, si on est une femme, qu'on tombe enceinte, ben, on n'a pas du tout fait attention aux conditions de nos contrats quand on a signé en tout début d'installation parce que c'était pas nos priorités. Et c'est de l'argent qui part, en fait, tous les mois mais on sait même pas à quoi ça nous sert. Donc, tout ce qui est URSSAF, caisse de retraite et tout ça, ça on est d'accord, on n'a pas la Mm. main dessus, enfin, à part voilà, optimiser au mieux son activité. Mais par contre, il y a plein de dépenses qui sont faites mensuellement sur lesquelles on peut avoir la main dessus. Même les contrats Internet, je vois plein de collègues, parce que pour moi, c'est un truc essentiel de se faire un audit en fait, hein. On prend son relevé bancaire, on regarde ce dont on est prélevé tous les mois. Est-ce que factuellement on est capable de se dire, ok, ça, je sais que ça représente ça. Des fois, moi j'ai des collègues, elles me disent, alors je vois que tous les mois je suis prélevé 35 euros, je sais même plus ce que c'est. Ok, bah on va aller creuser. Et en fait, bah, d'aller faire des devis. Hein, pour une RCP, j'ai des collègues qui payent 300 euros par mois. Ok, mais pourquoi? Alors qu'il y en a à 110 euros. Mm. Où est Alors, je dis pas que ça se voit. Hein. Tout ce qui est prévoyance et tout ça, ça se fait surtout pas au tarif. Hein. C'est propre à la situation de chacun. Une prévoyance, on peut devoir la payer cher parce qu'on a des besoins personnels qui vont avec, mais faire des devis pour des mêmes garanties chez plusieurs personnes. Mm. Ouais, donc tu as à la fois un regard précis sur les dépenses, mais aussi dépenser lorsque c'est nécessaire. Et effectivement, Voilà, j'ai pu constater en échangeant avec beaucoup de professionnels en libéral que parfois, quand on parle de dépenses, le professionnel pense que c'est l'argent de sa poche, alors qu'en fait, ouais, c'est pas l'argent de sa poche, c'est déjà, l'argent d'une entreprise, en fait, oui, d'une activité. Et donc, c'est de l'investissement. Et dépenser ça, pour investir ouais. sur soi, sur des Mm. outils, c'est effectivement déjà une partie de la solution. Amandine, je revenais sur ma question initiale du top 3 des questions qui te sont posées, que tu vois et auxquelles, du coup, tu as souhaité répondre dans le cadre de tes formations. Alors, il y en a plusieurs maintenant, mais Oui, et bah, qui Catherine a aident un peu justement. préchauffé la partie hein, là-dessus. Sur je voudrais revenir, alors sur le côté financier, je vais pas revenir là-dessus, sur les stratégies qu'a donné Catherine, parce que je pense que c'est effectivement très chouette. Et moi, une des premières stratégies que je donne, c'est déjà d'avoir un tableau. Alors, des fois, les formés me voient un peu comme une psychopathe, mais du coup, j'ai des tableaux de tout. Donc, du coup, je sais absolument quand est-ce que. Mais ça, c'est un peu le trauma Covid aussi. Hein. Donc, j'ai un tableau de tout, avec les dates de prélèvement, le pourquoi, le comment, etc. Et ce qui me permet de savoir où je vais, parce que sinon. Il y a un moment où je pense que, enfin moi, au jour d'aujourd'hui, j'imaginerais plus ma vie de ne pas savoir exactement quand les choses sont débitées, etc. Ce qui me permet d'avoir une marge de manœuvre si bah, il y a un projet personnel, etc. Mais dans la grande questionnement, je rebondirais sur en libéral, le temps c'est de l'argent et du coup, je voudrais pousser un tout petit peu cette thématique sur le temps parce que je pense que c'est un peu le nerf de la guerre en libéral où effectivement le côté financier, nombre de séances, tout ça, bon, d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est le côté d'optimiser le temps et j'ai fait de multiples erreurs au fur et à mesure de ma vie de libéral et notamment j'ai eu tendance parfois à laisser des très grandes plages horaires en me disant bah tiens là je vais optimiser cette plage horaire là et en fait je me suis rendu compte que parfois j'étais plus efficace en ayant des petits bouts par petits bouts et notamment par exemple bah, un patient qui est en retard ah bah peut-être qu'il est en retard de 5 minutes mais pendant ces 5 minutes là plutôt que de me dire tiens je vais me boire un café etc je dis pas qu'il faut pas boire de café attention chacun avec modération etc il n'y a pas de souci là-dessus mais en fait c'est incroyable sur ces temps là quand on a la pression comment on peut être beaucoup plus efficace. Et en fait, j'ai appris vraiment à utiliser tous ces petits temps-là de ah bah tiens, je suis arrivé bah, 10 minutes avant la séance, ah bah tiens, ceci, cela, etc. Et tous ces petits temps, pardon, optimisés sur la journée, bah, en fait, on arrive à mettre énormément de travail derrière. Parce que souvent, on se dit, ah bah tant qu'on n'a pas une journée complète d'administratif, bien sûr qu'on rêve tous d'avoir Mhm. des belles journées dédiées à l'administratif. Je l'ai fait, ça marche pas. Ça ne marche pas. Alors, bien sûr que quand je peux le faire, c'est très cool. Mais si on ne se cadre pas, bah, en fait, on se dit au début de la journée, c'est génial, j'ai toute une journée disponible pour l'administratif, je vais avoir le temps de faire énormément de choses. Et bah, pas du tout. Croyez-moi, j'ai fait l'expérience Mhm. plein de fois. Ça ne marche pas. Et en fait, ce qui marche plus, par contre, c'est d'avoir ces petits temps un peu de partout. Et par exemple, sur les pauses repas, moi maintenant,
Enfin, alors j'ai déjà été quelqu'un qui, sur les pauses repas, pour moi, c'est obligatoire d'avoir une pause de repas pour manger, pour couper. Enfin, moi, ça me paraît juste inconcevable d'enchaîner toute la journée sans avoir une pause. Alors, mon estomac, de toute façon, me rappellera à l'ordre. Mais maintenant, ça fait partie aussi de mes routines, c'est-à-dire que je vois très bien que le soir, parfois, j'ai plus l'énergie de faire mon administratif et tout, et c'est compliqué parce que j'ai cette double casquette qui fait que j'ai encore plus d'administratif. Mais le fait d'en avoir fait un peu le matin, un peu parce que le patient était en retard, d'en faire le midi. Et le midi, je m'octroie 15-20 minutes d'un épisode de Netflix parce que maintenant, j'ai décidé que Mm. j'avais besoin d'avoir une petite coupure dans ma journée, etc. Et je suis très fière de ça. Et finalement, je reprends un petit temps par-ci, par-là, etc. Et en fait, finalement, j'ai été plus efficace que si j'avais pris 3 heures en fin de journée. Parce qu'en fin de journée, quand on est complètement cuit, et là, pour le coup, Kathleen, tu m'as fait rigoler quand tu me disais sur tes collègues qui pensaient à l'URSSAF et tout en pleine science. Moi, avec mes gamins, ça risque pas d'arriver parce qu'il s'est tellement coûté énergétiquement entre la guidance parentale en même temps que de faire la rééduque pour les gamins avec des handicaps moteurs. L'avantage, c'est que je ne pense pas du tout à l'URSSAF à ce moment-là. Mais je pense que je reviens sur cette histoire de temps parce que c'est un peu la grosse problématique de trouver son équilibre financier, c'est sûr, mais temporel aussi. Et je pense qu'une des règles principales, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est de cadrer. C'est-à-dire que moi, j'ai cadré tout. C'est-à-dire que par exemple, à 20 h le soir, alors attention, ça c'est ma vie, je n'ai pas encore d'enfant, etc. Chacun adapte à son cas. Mais je pense que de mettre des limites dès le départ, et c'est ce que je dis en formation, notamment pour ceux qui ne sont pas encore en libéral, c'est prévoyez-vous déjà un pré-planning. Quand est-ce que vous allez bosser? Quels horaires, etc. Parce que le Mm. ah, bah, je veux un rendez-vous à 15h45 alors que le prochain créneau, c'est 16h. Et bah, le prochain créneau pour vous, c'est 15h45, c'est 15h45. Et à un moment, il faut l'assumer. Et c'est pas évident, mais je pense qu'une des choses qui m'aura beaucoup aidé dans le libéral, et ça rebondit un peu sur ta question, Florian, quand même, c'est une des questions principales, c'est le syndrome de l'imposteur. Et j'ai beaucoup d'ergo, et je pense que les orthos aussi, les pros de santé, je pense que ça a l'air d'être un truc qui a l'air très très ancré. Des fois, on me dit, mais quand est-ce que ça s'arrête, le syndrome de l'imposteur? Je fais jamais. Mais après, Mm. c'est ça qui fait aussi que je pense qu'on est des bons pros. Je pense qu'à partir du moment où on se remet en question, pour moi, on est un bon professionnel. Et je dis pas qu'il n'y a pas des jours où je me dis pas, mais Amandine, sincèrement, mais qu'est-ce que tu fais là? Et qu'est-ce que tu fais responsable d'Estia et formatrice? Mais c'est n'importe quoi parce que plus vous prenez de rôles, pire c'est en fait. Mais il y a quand même des jours où on se dit que ça va. Je rassure quand même parce que par rapport au début. Mais je pense que ce syndrome de l'imposteur, il est aussi lié à ce déséquilibre vie pro, vie perso. Et je pense qu'il faut que la vie pro, elle ait des cadres. Et moi-même, dans ma tête, des fois, quand le soir, je pense, alors, parce que je suis suivie par une psy aussi, parce que je pense que en tant que libéral, des fois, d'avoir quelqu'un à qui déverser les choses qui n'est pas votre conjoint ou votre conjointe ou votre famille, ça peut être bien aussi. Et j'ai appris à cadrer les choses dans ma tête. C'est-à-dire que si tout d'un coup, il est 2 heures du matin, c'est pas du tout le bon timing pour penser que le petit Evan, il va faire ceci ou cela le lendemain. Mais en fait, je m'imagine des cases, en fait. Et en fait, je me dis, ça, c'est la case libérale. On la remet dans la case, cette idée-là. On referme. Ce n'est pas le moment. Ça peut paraître très Mm. bête comme métaphore, mais je vous assure que ça aide vachement. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps à réussir à arrêter le soir d'y penser au boulot, le week-end, etc. pendant mes vacances. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais en vacances. Et ben, je suis hyper heureuse de me dire que ben, j'ai pas pensé au boulot de toute la semaine, ce qui paraissait être insurmontable il y a quelques années. Donc, je veux donner un message d'espoir pour ceux qui actuellement sont là guidon et se disent, mais est-ce qu'un jour je vais trouver l'équilibre? Bah, je dis pas que je l'ai trouvé complètement au jour d'aujourd'hui, mais je vois quand même que j'ai mes petites victoires. J'arrive à faire des puzzles, oui, parce que du coup, chacun fait ses petites stratégies pour se couper. Donc, moi, je fais des puzzles. Je me suis remis à la lecture et là, j'en suis au 5e tome des 7 sœurs, qui sont quand même des pavés de 800 pages. Et j'en suis en à peu près 2 mois, ce qui est un énorme signe d'espoir parce qu'en fait, j'arrivais même plus à me concentrer pour lire. C'est vrai que la lecture, pour ceux qui lisent, savent que ça demande beaucoup d'investissement attentionnel. Donc, je pense que il y a un moment, courir après le temps, c'est bien, mais il faut surtout cadrer son temps et il faut absolument se Mm. dire, bah là, tiens, j'ai une demi-heure, là, c'est quoi les objectifs? Du coup, moi, j'ai des to-do list, bon, bien sûr, comme tout le monde, mais je me suis fait des urgences, les moins urgents, etc. J'ai fait un peu un degré de sévérité de l'urgence. Et comme ça, je me dis, Mm. bah là, tiens, j'ai 10 minutes, qu'est-ce que j'ai besoin de faire en urgence? Je regarde et il faut que tout soit cadré, parce que sinon, on se fait vite manger et qu'en fait, au bout d'un moment, bah, ça finit par dépendre sur notre santé mentale et sur notre équilibre de manière générale. Et même sur le coût financier, parce qu'on pourrait se dire, je vais faire à tir larigot des séances à tout va, Mm. mais en fait, à un moment, on peut pas, on n'a pas une énergie illimitée non plus, et puis il faut qu'on trouve notre équilibre pour ménager notre monture jusqu'au bout, parce qu'en fait, c'est pas juste une expérience de 3 ans, ça a peut-être été une expérience de 30, 40 ans. Donc, je pense que c'est super important. Mm. Donc, voilà, Oui, c'est sur ces temps longs, comme disait Kathleen tout à l'heure, c'est ce moment d'introspection n'arrive pas que au moment où on se lance, mais il doit être remis à tout jour long. parce que vous vous rejoignez sur, alors avec des techniques et des choses qui diffèrent, mais vous rejoignez sur un point qui est de se connaître avant,
Mm. soi-même de façon à nourrir ses propres besoins ou ses propres souhaits avant d'aller copier ce qu'est un professionnel de santé performant qui Mm. a plein d'activités. Il faut que ça vous alimente vous-même. Ça me fait penser à au livre sur le libéral, l'installation libérale qu'on sort et auquel vous avez participé, dans lequel on a sur un temps justement, alors moins digital, mais plus papier, ça va être l'objet de ce livre qui sort, mis des outils comme ça en place, notamment d'introspection, de notes à moi-même ou quelle est mon activité en libéral parfaite, puisqu'effectivement, ça permet enfin de réfléchir et pas de copier ce que les autres font, ce qu'on a vu comme modèle. Très bien. Et il y a un sujet qu'on a assez peu Et abordé, mais voilà, je que tu voulais as juste rebondir évoqué. 2 secondes sur ce que tu Ouais. disais, sur le fait de se connaître, etc. Je pense que le libéral, c'est une expérience qui peut être très violente pour la confiance en soi. Par contre, je trouve que c'est très révélateur et je trouve que c'est la meilleure façon de se révéler soi-même. Enfin, je trouve que ça nous pousse dans nos limites, ce qui est parfois très compliqué à vivre émotionnellement. Je suis la première à être hypersensible, etc. Mais je pense que ça a été la meilleure expérience de ma vie pour vraiment révéler ce que je voulais vraiment de ma vie. Et je trouve que c'est quelque chose d'incroyable. Donc, on parle souvent effectivement du libéral, que bah, c'est compliqué, le syndrome de l'imposteur, le financier, etc. Que ça fait peur aussi de se confronter à des gens bah, qui ne nous connaissent pas, notamment en ergothérapie. On n'est pas un métier que tout le monde connaît encore au jour d'aujourd'hui et qu'en fait des portes on s'en prend et qu'en fait c'est pas si grave que ça et que je dis pas que à chaque fois que j'ai Ouais. un nom ou une porte et bah, que je le prends bien. Mais en fait on apprend à gérer ça et je trouve que ça nous pousse plus loin. Parce que j'ai connu le monde du salariat, je trouve ça génial, le monde de l'équipe, etc. Mais finalement, on est dans un petit milieu protégé. Et puis finalement, je trouve. Alors, je dis pas que c'est le cas dans toutes les équipes, attention. Hein, mais là, en libéral, on est seul face à soi-même. Et parfois, c'est ce qui peut être super déroutant. Mais finalement, moi, je trouve qu'avec du recul, 10 ans plus tard, je trouve que ça a été la meilleure façon de me révéler moi-même et de savoir exactement ce que je voulais dans Mm. ma vie. Et même si ma vie est quand même épuisante, parce que j'ai une vie qui est très palpitante, mais en fait, je me rends compte que le jour où j'ai rien à faire, en fait, enfin, ce qui arrive quand même assez rarement, mais je suis presque perdue. Des fois, je me dis, oh, mais qu'est-ce que je vais faire là Parce qu'en fait, ce qui est bien dans le libéral aussi, c'est que ça nous anime et qu'en fait, on est décideur aussi de nos projets et ce qui peut être complexe parce que du coup, quand on a plein d'idées à la seconde et qu'on rencontre des gens qui sont comme nous, avec la même dynamique, bah, ça ouvre encore plus de synergie et ça peut être complexe, mais je trouve que c'est quand même génial de se lever le matin et de se dire, tiens, ce midi, j'ai rendez-vous avec un nouveau orthoprothésiste parce que du coup, lui, il a envie de faire bouger les choses et tout, et que je pense qu'on est là, on reste des soignants malgré tout, et bien sûr qu'on peut avoir nos ambitions propres, etc. Et je suis la première à valoriser l'ambition parce que je trouve que c'est trop dommage de se cantiner juste à je fais mes séances et je reste dans mon petit cadre parce qu'on m'a demandé de rester dans le cadre, et moi, clairement, Mm. j'ai explosé le cadre depuis bien longtemps. Mm. Mais je trouve que on a envie de faire progresser nos patients, on a envie de faire bouger les choses, et en plus, en France, on est dans un système de santé qui a été très longtemps curatif. Je pense que Kathleen était à fond aussi dans l'histoire de prévention, mais où on commence à se dire, tiens, la prévention, là actuellement on parle beaucoup santé mentale, et c'est la thématique aussi de ce midi. Et je pense que c'est justement de se dire, on va peut-être pas attendre que tout explose pour pouvoir faire quelque chose. Et je pense qu'actuellement, il y a pas mal de remises en question là-dessus. Mais bon, bah, en tout cas, c'est pour dire que c'est pas parce qu'on a des moments de chaos en libéral que ça veut pas dire qu'on va pas trouver effectivement en soi bah, son énergie déjà, parce que je trouve que des fois, c'est assez incroyable l'énergie qu'on peut mettre dans un projet qui nous tient vraiment à cœur et que ça peut être super. Merci à toutes les deux. On va essayer de prendre quelques minutes sur les questions. Alors, il y en a pas à ma connaissance qui ont été Non, j'en ai posées pas vu pendant notre passer. temps d'échange. On peut sinon ou sinon on peut aussi ouvrir voilà les micros de tout le monde. Ah, alors bah il y a une question d'Akina. Des tips au niveau de l'organisation, de la gestion des rendez-vous. Notre plus gros problème avec ma collègue actuellement, après session de libéral, est le temps que ça nous prend de répondre aux demandes de bilan suivi et de caler des bilans entre la prise d'information, trouver un créneau, se répartir les demandes, sachant qu'on fait beaucoup de déplacements et qu'on ne peut pas proposer de créneau fixe rendez-vous en ligne sur un planning qui est tellement flexible. Là, on parle de gestion, Oui. de Euh, planning. Bah là, alors juste que j'ai pas, juste s'il peut avoir la petite précision d'Akina, donc parce on ne peut pas proposer de créneau fixe rendez-vous en ligne sur un planning qui est tellement flexible. C'est-à-dire que de ce que je comprends, ni les créneaux fixes ni les rendez-vous en ligne est possible, mais il y a quand même un des deux à choisir. Akina, si tu veux bien soit ouvrir ton micro, soit soit réagir.
Ouais, je prends la parole, du coup, ce serait plus simple. Oui. En fait, ouais, dans notre organisation, on a un planning qui est où on a des séances qui sont fixes, mais on a Ok. aussi pas mal de séances qui se rajoutent de temps en temps. Et du coup, on se dit proposer des rendez-vous à prendre en ligne directement par les parents. En fait, ça ne nous arrangerait pas parce qu'ils les prendraient sur un temps où peut-être qu'on est en déplacement à Perpète et puis on devrait revenir au cabinet. Enfin, il y a toute une organisation en fait où on est limité par nos déplacements, par un planning qui change tout le temps et par bah, du coup il faut qu'on prenne le temps d'avoir les familles au téléphone, de savoir sur quel moment ça leur correspondrait de prendre le rendez-vous. Enfin, et Ok. du coup on se pose énormément la question sur comment on s'en sort de ce temps-là qui est très chronophage, quoi. Ok, bah là pour moi il y a déjà la partie de qu'est-ce qui est sur nos épaules et qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, moi je suis partie du postulat maintenant que ben, les patients vont faire avec mon planning et ce sera pas l'inverse. Je peux pas m'adapter à chaque patient, un tel peut venir que le mardi à 10 heures, un tel peut venir le jeudi à 14 heures. J'ai bien conscience que d'un point de vue de leur côté, étant maman maintenant, si ma fille avait besoin de rééducation, effectivement, ça serait chouette d'avoir la liberté de pouvoir choisir un créneau qui me convient mieux, Mm, mais du côté soignant libéral, on sait bien que c'est pas possible. Là, toi, tu as ce côté-là de, tu as des moments où tu es à distance, donc c'est peut-être de regrouper. Peut-être que sur ton planning, c'est sur tel jour ou sur telle matinée complète que tu seras bah, en déplacement à domicile et que les rendez-vous fixes seraient regroupés sur une après-midi, une journée complète au cabinet et où du coup la prise de rendez-vous en ligne serait possible. Parce que, à mon sens, dans l'ère où on vit, fonctionner encore avec gérer manuellement, j'ai envie de dire, toutes les demandes sur la liste d'attente, donner tous les rendez-vous et tout ça, c'est un mm, temps non négligeable qu'on n'a plus forcément et où les gens ne sont pas forcément joignables quand on va les rappeler. Donc, tu as une demande, tu les rappelles, ils sont pas joignables, tu leur dis de te rappeler, ils te rappellent, tu l'as vu toi-même, c'est quelque chose qui est beaucoup trop mm, chronophage. Donc, pour moi, il y a cette partie-là de comment gérer ta liste d'attente. Si toi, il y a des questionnements en particulier que tu as besoin de leur poser, bah, c'est de te créer une liste ou quelque chose à leur envoyer directement. Et sur la côté du côté de ton planning, là, c'est en grande partie à toi ou toi et ta collègue, du coup, de vous poser sur comment on peut faire pour que ce soit le plus facilitant pour tout le monde. C'est sûr que si le lundi, tu es à 8 heures à domicile et que potentiellement celui-là, tu es à 20 minutes, donc ton prochain rendez-vous sera à telle heure, mais que le lundi suivant, ce sera pas le cas, là, mm, dans ton activité, vu comment elle est faite, à mon sens, il faut qu'il y ait une partie qui soit fixe. Tes domiciles, ils seront tout le temps là. Et où tu laisses un peu moins peut-être la possibilité à tes patients de dire ah bah non, nous ça nous arrange bien que en semaine paire ce soit le lundi à 9 heures et qu'en semaine mm, impaire ce soit le mardi à 10 heures. Oui, mais tu le vois bien, c'est pas pourquoi est-ce que ce serait sur tes épaules à toi que devrait mm, reposer toute cette gestion-là alors que c'est leur suivi à eux, c'est eux les patients. Alors je mm, mets pas de rapport de hiérarchie, hein. Pour moi, à mon sens, je travaille en collaboration avec les familles avec qui je travaille, mais il y a ce sens-là de leurs problèmes d'organisation n'ont pas à devenir mon problème d'organisation. mm. Et ça, je suis d'accord sur le fait que oui, il faut qu'on se cadre un petit peu plus et qu'on soit moins flexible sur bah, justement l'organisation des parents. Par contre, un deuxième problème qui se pose à nous dans notre accompagnement en ergo, c'est que on peut commencer le suivi en cabinet, mais en fonction de l'évolution des objectifs, bah, il faut qu'on aille en milieu scolaire sur un temps où c'est pertinent en s'organisant avec la maîtresse, où il faut qu'on aille à domicile sur le temps de l'habillage le matin, parce que c'est là aussi le plus pertinent. Et du coup, enfin voilà, dans nos accompagnements, déjà, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de fixe parce qu'on s'adapte toujours aux objectifs des enfants. Et Eh c'est ça ben, aussi qui est alors, compliqué. Amandine aurait peut-être pu mieux répondre pour le coup, vu que tu es ergo, mais je vois que sa connexion a l'air compliquée. C'est ça. Ce qui me semble envisageable, c'est peut-être de te dire que toi, ton planning, il est fait 15 jours, 3 semaines à l'avance. Mm, Si tu as un patient, ben, c'est pas dramatique non plus si dès la semaine suivante, tu peux pas aller à domicile. En fait, toi, tu vas avoir des impératifs. Donc, peut-être que ce serait dans l'idéal de la pratique de tu reçois le patient en semaine 1, dès la semaine 2, tu peux aller chez lui pour voir comment il s'habille et tout ça. Mais dans la réalité, tu peux pas anticiper ton planning non plus de semaine en semaine parce que tes patients ont mm, besoin de pouvoir s'organiser quand même pour le coup. C'est vrai que les parents qui doivent prendre une demi-journée ou quelques heures sur leur travail, on peut pas leur dire semaine en semaine, la semaine prochaine, ça sera mardi à 16 heures et mm, puis la semaine d'après, lundi à 17 heures. Si c'est eux qui ont pris leur rendez-vous, c'est différent, hein, c'est eux qui s'organisent. Mais pour moi, c'est peut-être avoir en tête que ton planning, il est fait sur 3 semaines, mm, 4 semaines peut-être.
Est-ce que je peux avoir juste la question? Je suis désolée, j'ai pas compris ce qui s'est Ouais, passé avec plus, les ordinateurs. tu saurais sans doute mieux répondre que moi, Amandine. Ouais, je suis désolée, du coup, il manquait la question. La question, c'est gestion d'organisation de planning quand il y a une partie, donc c'est une ergothérapeute, quand c'est en partie des séances au cabinet, mais aussi à domicile, et de comment jongler entre avoir des patients qui auraient des créneaux fixes, mais avoir des moments pour se rendre chez les familles, à l'école. Alors moi, du coup, j'ai une pratique un peu particulière, mais en fait, moi, mon vendredi est dédié à justement les rendez-vous un peu ponctuels, c'est-à-dire quand je vais à l'école, quand je vais à la maison, quand je dois aller à la crèche, etc., ou faire de l'administratif si besoin, ou aller en formation si je m'ennuie. Mais après, moi, tout est cadré très, très, très longtemps à l'avance. C'est-à-dire que moi, je sais toute ma vie sur un an à cause des intensifs, en fait. Donc, comme quoi, enfin, tout est possible aussi. Et moi, j'ai la complexité aussi. Et pour donner comme quoi, je pense qu'après, il faut qu'on ait ne pas avoir peur aussi de donner nos règles. C'est-à-dire que moi, quand j'ai les patients qui viennent à moi, en plus j'ai des tout petits, donc avec les notions de sieste, etc., donc ce qui peut compliquer les choses, je demande aux parents effectivement quels sont les horaires de sieste, quels sont les horaires où ils seraient les plus aptes, mais à un moment, il faut quand même que je positionne les autres enfants des intensifs c'est la même semaine. Donc en fait, à un moment où il y a pour parler, il y a un choix avec les parents aussi. Et je pense que le problème, c'est qu'on a tendance à tellement vouloir bien faire que parfois, bah, en fait, on n'ose même pas dire aux parents, bah là, vous comprenez, par exemple, là, moi, c'est un de mes derniers combats, etc., c'est que je démarre plus jamais avant 9h30 parce qu'effectivement, avant, c'est trop le bazar sur la route. Et en fait, maintenant, j'assume de dire aux parents, bah, je serai pas là avant 9h30 parce qu'en fait, je me tape 50 minutes de bouchon. Donc, en fait, non, c'est pas possible pour moi de venir plus tôt, etc. Et en fait, c'est OK. Et je pense qu'on a trop peur parfois de dire, bah, en fait, les règles, c'est comme ça parce qu'on se dit, bah, on va peut-être les perdre, peut-être que voilà, ils ont déjà le stress, etc. Je pense qu'à un moment, il faut assumer aussi le fait que nous, on a aussi notre propre stress, notre propre vie, nos propres règles. Et après, juste d'expliquer aux gens et de voir, d'avoir une vraie discussion parce que je pense qu'on veut parfois tout résoudre nous-mêmes, mais sans vraiment discuter avec les parents et se dire, bah, là, elle m'a dit telle heure, alors du coup, bah, je vais tout faire, etc., quitte à nous mettre dans la galère. Et en fait, ça, on le paye toujours. Et parfois, j'ai connu aussi les familles qui parfois faisaient du forcing à vouloir tel ou tel horaire, etc. Et parfois où c'était complètement inapproprié. Et en fait, finalement, bah, moi, je me retrouvais au départ, mon des bisounours power, en disant, bah oui, oui, bien sûr, on fait comme ça. Moi, je me retrouvais dans la galère. Et croyez-moi qu'à chaque fois, je l'ai toujours payé au prix fort et que finalement, c'était pas des familles plus respectueuses non plus. Je pense que on dit souvent de mettre des cadres aux enfants avec des règles, etc. Je pense que ça marche aussi avec les familles et aussi pour se respecter. Je pense qu'il y a beaucoup de libéraux qui se respectent pas assez aussi. Oui. Donc je pense qu'il faut faire gaffe parce que parfois on va se dire bah bon bah là elle peut que le lundi soir, mais vous c'est votre seul moment où vous allez je sais pas moi à CrossFit, au badminton, etc. Il y a un moment il faut mettre des limites et j'entends que effectivement le fait de peut-être perdre un patient, etc. Mais je pense que ça fait partie aussi d'une relation de confiance. Je pense que la relation de confiance elle est dans les deux sens aussi. Je pense qu'il faut aussi avoir c'est pas simple hein, de dire aux parents, bah en fait non, ce n'est pas possible, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut mettre des limites aussi parce que souvent, ce que je donne comme exemple, c'est vous donner un petit bout, et en fait, ils vont vous manger Oui. au fur et à mesure beaucoup plus. C'est vrai que pour pouvoir tenir dans le long cours, on peut pas. Bien sûr que je suis la première à essayer au maximum de faciliter les choses, etc. Mais je pense qu'il faut mettre quand même un cadre là-dessus. Et je trouve que l'idéal, c'est d'avoir effectivement une journée qui est dédiée à cette malléabilité, de se dire, bah tiens, là, on va tester parce qu'en fait, la baignoire, c'est compliqué, on va aller à la maison, etc. Après, sur la question de faire toutes les semaines à domicile, parce que je sais que c'est une question qui se pose beaucoup en ergo, où des fois, on se dit, bah, pour être au plus proche des activités de vie quotidienne, le mieux, c'est d'être dans le quotidien. Je suis d'accord et je suis pas d'accord en même temps. Je pense que d'aller au quotidien, c'est très bien. Après, est-ce que toutes les semaines, ça a de la pertinence que le gamin, il travaille parce que du coup, par exemple, c'est un petit loulou, je sais pas, de 12 mois avec une paralysie cérébrale et le but, c'est qu'il puisse, je sais pas, moi, faire un retournement. Est-ce que vraiment ça va avoir du sens de se dire, bah, il faut absolument que ça soit sur le tapis de la maison, etc. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que ce retournement, ça soit sur le tapis de la maison, mais aussi que ce soit sur le tapis d'autre chose, etc., etc. Et je pense que des fois, autant aller au domicile, ponctuellement pour faire le point, voir comment ça se passe, etc. C'est super chouette. Après, de se mettre la limite à se dire, bah, il faut absolument que ce soit toujours à domicile. Moi, j'ai quand même vu la différence. Avant, j'étais dans le passé avec un planning un peu hybride en mode une partie à domicile, une partie au cabinet, etc. Et c'est vrai que j'avais toujours un peu de scrupule à me dire, mon Dieu, les patients, ils ont déjà des journées compliquées, etc. Ils vont venir au cabinet. Mais en fait, je me rends compte aussi que ça permet d'autres choses et que parfois, ça permet aussi aux gamins de mieux se concentrer aussi parce qu'être à la maison, c'est aussi avoir d'autres distracteurs, etc. Et que je pense qu'il y a du bien et du mal dans toutes les situations. Mais je pense que le meilleur des conseils que je peux donner, c'est d'essayer au maximum d'avoir un moment dans la semaine, idéalement un matin,
qui soit disponible, que ce soit pour aller à l'école, aller en crèche, aller en réunion, machin, etc. Et de pouvoir profiter de ce temps-là pour aller ponctuellement et valoriser vraiment ça, parce que je trouve que parfois, j'ai des ergots, ils vont au domicile chaque semaine, etc. Mais en fait, c'est tellement une routine qu'en fait, finalement, je trouve que parfois, ça a plus de sens de venir ponctuellement et se dire, bah, je passe 3 heures là, on fait vraiment le point. Et pareil pour l'école, etc., où finalement, au fur et à mesure, les ESS, j'arrivais plus à être présente parce que j'avais un PEG trop complexe. Mais en fait, je finissais par dire, bah, je préfère venir à l'école 3 heures à tel moment. Comme ça, on prend vraiment le temps de voir les choses, etc. Et finalement, j'ai jamais regretté cette décision-là. Je sais pas si ça répond à la question, mais j'espère que ça peut donner des... Ça répond plus que bien à la question. Et d'ailleurs, c'est drôle puisque tu étais absente durant la réponse de Kathleen et Oui. pas mal de points se rejoignent alors que c'est une question Mm. d'une ergo et que Désolée. Kathleen, en tant qu'ortho, répondait. Mais finalement, Ouais, c'est intéressant parce que ça montre que ça se recoupait. l'organisation, que la Oui. structuration se recoupe et que quelles que soient les professions, finalement, c'est un sujet qui est le même avec Oui, de mais la structure, avec de la distance, avec des contraintes. Et on en a parlé de pas mal de sujets qui entrecoupaient. Là, on a pas mal débordé sur ouais. le temps. On pourrait, je pense, en discuter pas mal, mais cette question recoupait pas mal de sujets qu'on a vus précédemment. Pour conclure, vous pouvez donc du coup, je donne les références, mais vous avez sur Insta, vous avez Kathleen Carpro, c'est bien ça, et ton programme Oui, équilibre, c'est ça, ouais. Kathleen. Amandine, donc c'est Amandine tiré du 8 Verne tiré du 8 Ergo et tu as le centre de formation qui est Estia Formation sur lequel on peut retrouver pas mal de formations. Tu en as parlé tout à l'heure avec tu t'es entouré de beaucoup de formateurs. Et pour Docoran, on a les réseaux sociaux Docorga ainsi que l'e-book sur l'installation libérale que j'ai évoqué tout à l'heure et auquel vous avez participé. Et bientôt, en avril, la sortie du format livre avec tout un tas d'outils dont on a parlé tout à l'heure et que vous avez mentionné sur l'introspection, sur le temps pour soi, sur faire en sorte que ce projet ou cette activité, si elle est déjà lancée, rejoigne vos ambitions personnelles ou votre propre projet de vie, puisque c'est un bout de votre vie qui peut être long ou plus court si finalement vous avez le droit aussi d'interrompre ce mode d'activité. Vous en avez parlé, c'est un sujet que vous avez évoqué toutes les deux. Je vous remercie à toutes les deux pour votre expertise, pour votre générosité. On aurait pu effectivement Avec en parler plaisir. encore Avec plaisir. beaucoup plus de temps. Je vois que vous êtes très impliquée, très motivée et très généreuse dans les informations et on a réussi à évoquer ce sujet, cette thématique sans être en surface, en donnant des clés. Encore merci à toutes les deux et merci à tous les participants, toutes les participantes, tous les participants. On a l'accès au replay qu'on vous communiquera sous quelques jours par email. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci, Prenez au soin À de vous. revoir. bientôt. Au revoir.